Vous avez vu la vidéo? Vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Macron se présente. Aïe, peut-être que c'est vrai aussi. Que c'est vrai. Mais je n'en sais rien. Donc, je parle en tant que novice. Je ne connais pas la situation dans cette contrée, etc. Encore comme un sauveur à Mayotte, alors qu'en réalité, la France est responsable de la catastrophe qui vient de se dérouler. Le nombre de morts est tellement élevé qu'on n'a toujours pas de bilan officiel. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il vous faut quelques éléments sur l'histoire coloniale complexe de Mayotte. Mayotte, c'est une île qui fait partie d'un archipel de 4... Vous savez, l'histoire est tellement importante, mais pourtant l'histoire est aussi chiante. L'histoire est chiant. C'est chiant à lire, chiant à écouter. En fait, soit c'est les personnes qui présentent l'histoire qui ne sont pas du tout inspirantes, vous voyez. Parce que moi, je sais personnellement que quand je regarde une vidéo d'Idriss avec ou quand je regarde une conférence, voilà, il fait rire, etc. Donc, il met des éléments d'attention comme ça dans son discours, dans son histoire, qui fait en sorte que des sujets complexes comme voilà, comment apprendre la connaissance, etc., les neurosciences, font que voilà, je peux rester dans cette présentation de 2 heures de temps. Mais très souvent, dans des vidéos d'histoire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on parle juste de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de stimulus, surtout pour nous jeunes qui sont habitués à rire, etc., ou à avoir un temps d'écran, comment dire, un temps d'attention très faible. Donc oui, moi je suis pour, comment dire, pour une présentation de l'histoire beaucoup plus adaptée à la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça passe par voilà, une histoire pas dénaturée, mais présentée de telle façon à ce que même un jeune de 18 ans, voilà, qui n'a jamais pris un livre d'histoire puisse comprendre à travers une vidéo, une présentation, voilà, que voici l'histoire. Et en fait, surtout que ça puisse faire en sorte qu'il reste devant cette histoire-là. 4 îles qui s'appellent les Comores, situées entre l'Afrique et Madagascar. C'est un territoire où circulent différentes populations depuis des générations. Les Comoriens sont donc une population métissée avec des influences africaines et malgaches. Avant la colonisation, l'archipel des Comores n'était pas uni politiquement. Chaque île avait son propre sultan et elle pouvait se faire la guerre ou s'allier en fonction de la situation politique. Mais concentrons-nous sur Mayotte où les sultans se succèdent. 1817, Moana Madi règne 12 ans, suivi par son fils Boana Kombo, qui reste au pouvoir 3 ans avant d'être remplacé par Andriane Souli, un prince malgache qui prend le contrôle de Mayotte. Il va régner 13 ans, mais son pouvoir est instable. Il cherche un allié extérieur. À cette époque, Mayotte n'est pas très peuplée, mais c'est un emplacement stratégique qui permet d'avoir de l'influence sur les routes commerciales du canal du Mozambique. Et ça tombe bien. La France vient de perdre l'île Maurice et cherche une nouvelle colonie dans la région. Elle va donc acheter Mayotte au prince malgache Andriane Souli. Nous sommes en 1841. Mayotte devient française, mais les Mahorais n'ont pas eu leur mot à dire. En 1885, la France colonise Madagascar. En 1886, elle prend le contrôle des autres îles des Comores. Elle contrôle donc toute la zone. Et c'est à ce moment que la France va réunir les 4 îles des Comores dans une seule colonie dont la capitale est Mayotte. La petite île qui était victime des invasions malgaches et anjouanaises devient enfin le lieu du pouvoir. C'est l'âge d'or de Mayotte. Une petite bourgeoisie mahoraise va émerger au contact des colons pendant que les autres îles des Comores commencent à rêver d'indépendance. En 1960, Madagascar et les colonies d'Afrique subsaharienne deviennent indépendantes. Mais les Comores restent françaises et elles deviennent des outre-mer comme la Martinique ou la Réunion. En 1962, la France décide de déplacer son administration coloniale qui quitte Mayotte pour rejoindre les Grandes Comores. C'est un coup dur pour les Mahorais car tout leur modèle économique est dépendant de la présence de l'administration coloniale. La rivalité augmente entre la bourgeoisie mahoraise et les autres Comoriens. Mayotte a perdu sa position de pouvoir et craint de redevenir un vassal des autres territoires de la région. En 1974, la France organise une grande consultation pour que les Comoriens décident s'ils veulent devenir indépendants ou rester français. Le résultat est sans appel. 99% des Comoriens votent pour l'indépendance. Mais si on regarde île par île, Ah ouais, à Mayotte, 65% de la population a voté pour rester française. c'est bien sûr normal. Pourquoi? Parce que comme il l'a expliqué, ils dépendent à 90% de l'aide française. Ou en tout cas, on les a habitués à dépendre de ça. Garbenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con.
Vous m'excusez le terme. Résultat, la colonie explose. 3 îles deviennent indépendantes pendant que Mayotte reste française. Le coup, c'est la première fois que je vois quelqu'un crier je ne veux pas être indépendant. C'est la première fois, mais vraiment la première. En violation des règles de l'ONU qui obligent les anciennes colonies à garder leurs frontières coloniales. Les Mahorais sont satisfaits, l'administration coloniale revient sur l'île et garantit le développement de la petite bourgeoisie. Mais le niveau de vie de l'île n'a rien à voir avec la métropole. Concrètement, la majorité des Mahorais et Mahoraises vivent dans la pauvreté. Ils vont donc revendiquer la départementalisation pour être à égalité avec le reste de la France. Cette population noire et musulmane choisit la voie de l'assimilation. Mayotte devient un département en 2011, mais sur place, la situation reste catastrophique. L'accès aux soins est compliqué, la majorité de la population ne parle pas français, les coupures d'eau sont presque quotidiennes, il n'y a aucune égalité entre la métropole et Mayotte, qui devient le département le plus pauvre de France. Mais il est quand même beaucoup plus confortable que Madagascar et les Comores. Cette inégalité de niveau de vie va créer un déséquilibre énorme dans la région, et des milliers de Comoriens vont venir s'installer à Mayotte. Mais attention, on l'a vu, les migrations, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des circulations entre les différentes îles. Le vrai problème ici, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'habitants mineurs sans papier à Mayotte, ce qui entraîne une grande précarité qui alimente une crise sociale, de la haine, de la violence et de l'insécurité. Plus les années passent, plus les Mahorais français se barricadent et les Comoriens sans papier emmagasinent de la colère. Le contexte est explosif et cette situation est la conséquence de notre histoire coloniale. Aujourd'hui, ce sont principalement des populations sans papier qui ont été décimées par l'ouragan Chido. Et la question majeure qui se pose, c'est sur quelle base doit-on reconstruire Mayotte ? L'ouragan a dévasté les bidonvilles plus efficacement que les nombreuses opérations de police organisées par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ces dernières années. Il faut donc reconstruire Mayotte avec plus de logements en dur pour ne pas reproduire ça. Mais qui va occuper ces logements durs ? Les Français ou les sans-papiers ? Faut-il régulariser les milliers de mineurs sans-papiers qui sont nés et qui ont grandi à Mayotte ? L'extrême droite va-t-elle profiter de la catastrophe pour expulser massivement ces jeunes qui reviendront dans quelques mois avec plus de haine et de colère ? Je crois qu'il est urgent d'analyser la situation avec une grille de lecture décoloniale pour complètement repenser la situation. Et il faut comprendre au moins 3 choses. Premièrement, Mayotte ne rejoindra pas les Comores. Il y a une longue histoire de défiance qui s'est installée et il faut du temps pour reconstruire des liens. Deuxièmement, il est impossible d'empêcher la circulation des populations à Mayotte, car c'est une île au carrefour de routes maritimes très fréquentées. Troisièmement, fournir plus de richesses et d'infrastructures à Mayotte va augmenter l'inégalité par rapport aux autres pays de la région. Ah, ok. Donc, la faute ne revient pas à Mayotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mayotte, c'est une île, ils ont accepté d'être colonisés. Et donc, le fait d'accepter ça, c'est venu avec les avantages des Français. Donc, ils sont venus, je ne sais pas, plus d'infrastructures, parce que je peine avec ce mot, infrastructure. Ok, voilà. Donc, ils sont venus avec plus d'infrastructures. Ils sont venus avec peut-être l'éducation, donc les écoles, le logement. Bref, tout un tas de leviers économiques qui ont fait en sorte que Mayotte est devenu beaucoup plus attirant, même socialement parlant, que les autres îles. Et donc, c'est pour ça que ceux qui étaient sur les autres îles, donc les Comores, etc., décident de migrer vers Mayotte. Parce qu'en fait, l'homme a toujours été comme ça. C'est-à-dire, là où il fait le plus beau vivre, on va vers là-bas. C'est pour ça très souvent que les Africains sacrifient leur peau en mer pour venir par exemple en Europe. Donc c'est ce rêve-là de vivre mieux, etc., qui les attire à Mayotte. Sauf que eux de leur côté, non seulement ils délaissent leur population, mais ils viennent créer un désordre sur place en fait. Donc on ne connaît pas réellement comment est-ce qu'on va faire pour les expulser. Mais la réalité en fait c'est que si on les expulse, c'est pas mal faire. C'est juste les renvoyer chez eux, tout simplement. Et attirer encore plus d'immigration. C'est donc un constat complexe qu'on ne peut pas résoudre avec de grandes phrases moralistes, ni avec de la violence policière et la création d'un mur autour de l'île de Mayotte. Aujourd'hui, les Mahorais ont choisi la voie de l'assimilation, et nous n'avons aucune leçon à leur donner. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui militez pour la départementalisation, donc pour l'assimilation totale de Mayotte à la France,
que cela risque de détruire des structures que vous avez établies, qui sont établies dans ce pays. Et j'ai milité pendant 20 ans pour que Mayotte reste française. Et je suis très optimiste et je pense que Mayotte restera française. C'est cela, mais ne pensez-vous pas que notre mode de développement, notre civilisation occidentale, risque de causer des dommages à l'équilibre qui existe dans la population mahoraise? Oui, je comprends très bien et c'est pourquoi à l'époque, je crois en 1976, j'avais estimé qu'il nous fallait non pas 3 ans d'essai, mais 5, pour que les Mahorais puissent voir comment fonctionne un département. Et les Mahorais du jour au lendemain ne soient pas dégoûtés. Mais il faut aussi assumer l'histoire de France qui nous montre chaque jour que la métropole n'a encore jamais traité ses colonies avec égalité. Au-delà de la question migratoire, Mayotte est aussi une possession stratégique précieuse pour la France car elle permet de garder un contrôle sur les îles éparses tout autour de Madagascar, ce qui nous assure le contrôle de routes maritimes importantes au niveau du canal du Mozambique et qui nous permet de préparer l'exploitation des fonds marins sûrement riches en ressources. Elle permet donc à la France d'avoir des avantages stratégiques en déboursant très peu d'argent. Je m'arrête ici, mais dites-vous bien que la situation est encore plus complexe et nuancée que ce que je viens d'expliquer. Je vous conseille le livre de Rémi Carayol, Mayotte, département colonie, pour approfondir le sujet. Et si ça vous intéresse, je pourrais développer dans une vidéo longue publiée sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, est-ce que vous connaissiez cette histoire? D'après vous, quelle solution pourrait être la meilleure pour reconstruire Mayotte? En fait, en ce qui concerne une proposition pour reconstruire Mayotte, ce serait, j'ai envie de dire, laisser Mayotte s'émanciper, mais c'est impossible. Parce qu'eux, ils veulent être colonisés. C'est bien pour eux. Et peut-être que le mur, ça peut servir à quelque chose. On se croirait un peu dans Attaque des Titans avec le mur, etc. Mais vous aurez compris. Vous avez compris la logique. Dans le mur, serait pour réduire l'immigration clandestine, si on peut le dire ainsi. Un peu comme Trump voulait faire aux États-Unis avec le Mexique, etc. Donc, c'est peut-être une solution. Voilà. Il y aura d'autres propositions sur la table. Peut-être que d'autres choses vont être mises en place. Mais déjà, la catastrophe est déplorable. Et j'espère qu'ils vont se relever de ça. J'espère que ce type de catastrophes, qui sont naturelles en plus, ne vont plus... qu'il n'y en aura plus, quoi, dans le futur, tout simplement. D'aide. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont vraiment délicates. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas de quoi manger, les gens mendient des matelas et des tôles, des mamans. Et là où je suis, à Magicavo, là où je circule ici, dans Kawéni, etc., je ne vois pas cette aide qui est acheminée. Je sais que les gens font du mieux qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, c'est vraiment désastreux. Et même la salubrité est en cause. Les poubelles ne sont pas ramassées. On craint pour d'autres épidémies. Est-ce qu'on peut mieux structurer les choses? Il n'y a pas de communication, on n'a plus d'essence. Vous voyez, regardez dans quel état est le territoire. Je demande simplement qu'on puisse être un petit peu plus calme et accepter l'aide, que l'aide soit Est-ce qu'il entend, Emmanuel, que nous sommes dans une situation désastreuse? Il ne l'a pas vu. Il faut simplement qu'il coordonne les choses et qu'il accepte l'aide d'où qu'elle vienne. Il faut que l'aide puisse arriver massivement. On a des îles à côté, s'ils ont de l'eau, qui nous en envoient. Il faut arrêter l'ego. Il faut accepter que l'aide rentre ici, qu'on aide les gens. Il ne faut pas laisser les gens mourir encore plus que ce qui est déjà là. On nous parle de 60 000 morts. Moi, j'étais déjà venue à Mayotte pour l'opération Wambouchou. Wow! 60 000 morts. Wow. Non, là, on parle pas de... Vous imaginez, c'est plus que n'importe quel stade dans le monde, si je ne me trompe pas. Mais c'est énorme. On est allé effectivement aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'à Mayotte, vous avez ces bidonvilles qui sont pas tout à fait les mêmes qu'en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, c'est une situation particulière parce qu'il y a ce cyclone. Il faut savoir que sur l'île de Mayotte, près de 90% de l'île a été totalement détruite. Dans ce témoignage... Près de 90%, ça veut dire qu'en fait, toutes les infrastructures qui ont été créées ont été détruites carrément. C'est... que nous avons recueilli avec Thibaut Marcheteau. Fatima, elle dit tout ce qu'on entend et ce qu'on voit nous aussi. Où est l'aide humanitaire? Nous ne l'avons toujours pas vu avec Thibaut. Où est l'eau? Il n'y a pas de distribution d'eau. Nous, là où nous sommes, nous n'avons pas d'eau. Il n'y a pas de vivres. Nous avons été un petit peu plus haut. Nous avons vu des Mahorais, des Comoriens qui sont réfugiés dans des écoles. On a vu un bébé de 7 mois en état totalement d'asthénie, sans eau, sans lait. Il a fallu qu'on prévienne parce qu'il y a plein d'enfants comme ça. Il n'y a rien,
Emmanuel Macron est venu, il est encore là sur l'île, mais en fait, on l'a vu dans les séquences, il n'écoute pas tout ce qu'a pu dire, qu'il y avait l'aide qui arrivait. Elle n'est pas là. Avec Thibault Marcheteau, nous étions à La Réunion, nous avons assisté au chargement dans l'A400M. On nous a dit qu'il y avait des rotations de 4 à 5 avions, mais il fallait pas qu'il y ait trop d'aide qui arrive tout d'un coup parce qu'il y aurait un engorgement et puis après on ne saurait pas comment la distribuer. Ils ont fait une distribution à Petite Terre qui est un petit peu plus loin, 20 tonnes. La moitié de la file n'a pas eu d'eau ni de conserve. Donc non, c'est catastrophique. Et puis il a ce problème de poubelle qui n'est pas ramassé. Ça va être un gros problème sanitaire aussi également. C'est la saison des pluies, Pascal, et c'est vraiment l'apocalypse ici. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment les désavantages de dépendre fondamentalement que de l'extérieur. Ça, c'est des désavantages énormes de ça. De reposer que sur l'extérieur. Parce qu'en fait, là maintenant, ils ne reposent que sur l'aide. S'il n'y a pas d'aide, ils sont finis. Ils vont tous mourir. C'est déplorable. Vraiment. C'est aussi déplorable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une situation qui a été choisie. C'est-à-dire, ils ont choisi de dépendre totalement de l'extérieur. Mayotte. Totalement de la France. Bref, après, est-ce que s'ils n'avaient pas fait ce choix-là, est-ce que... Bref, après une catastrophe comme ça ne... C'est arrivé et voilà. Donc toute l'aide, bien sûr, est la bienvenue. J'espère que ça va s'améliorer, la situation va s'améliorer. Le niveau de salubrité, la disponibilité de l'eau, que certaines infrastructures vont recommencer à être construites. Tout ça pour le bien des populations. Les États-Unis d'Afrique. Voilà le projet de la grande figure du panafricanisme. Il s'appelle Kwame Nkrumah. Il a été le premier président de la République du Ghana indépendant. Il voulait effacer les frontières et intégrer tout le continent africain et faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix. Kwame Nkrumah lance le projet des États-Unis d'Afrique à une époque où la quasi-totalité du continent africain est sous domination coloniale. Dans sa jeunesse, il a étudié 10 ans aux États-Unis. Et puis, en 1945, il part en Angleterre pour participer au 5e congrès panafricain qui se déroule à Manchester. Un congrès différent des précédents congrès, car cette fois-ci, les Africains sont majoritaires. Et oui, d'habitude, ces conférences se tiennent en Occident déjà et sont gérées par les Occidentaux, toujours dans un esprit de contrôle de ce qu'il se passe en Afrique. D'ailleurs, il faudra attendre le 6e congrès panafricain en 1974 pour qu'il se tienne enfin sur le continent africain, en Tanzanie exactement. À l'issue de ce 5e congrès, on proclame que maintenant, l'enjeu, c'est de libérer l'Afrique. Kwame Nkrumah tente de convaincre ses camarades d'Afrique francophone, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les responsables africains francophones préfèrent se retrouver au sein de l'Union française, qui est proposée par la France d'après-guerre. En fait, il sera toujours bloqué par les tenants de la France-Afrique, que ce soit Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo, entre autres. C'est cette idée mortifère que la France doit garder le contrôle de toutes ses anciennes colonies. Et pour garder le contrôle, il faut absolument bloquer le panafricanisme. C'était l'idée des Occidentaux de créer en Afrique une multitude d'États non viables avec des frontières ingérables et des États très difficiles à gouverner. Sans parler de la déstabilisation constante et systématique de tous les gouvernements en place dans les pays d'Afrique francophone. En 1948, Nkrumah est à Accra, la capitale du Ghana, et il s'implique en politique dans l'optique de libérer son pays, ce qui lui vaut d'être jeté en prison par les autorités coloniales britanniques. Plus tard, il sera élu à la tête du gouvernement depuis sa cellule de prison. Il dirige donc à présent la colonie de la Gold Coast, qui est l'ancien nom colonial du Ghana. Gold Coast, ça veut dire côte de l'or, vous voyez, tout un programme. Les colons ont nommé ce pays le pays où on peut amasser de l'or. Kwame Nkrumah multiplie les concessions pour rassurer les autorités britanniques. Il peut donc rapidement développer les infrastructures de son pays. Les domaines de l'éducation et de la santé enregistrent des progrès spectaculaires et les femmes obtiennent le droit de vote en 1954. Le Ghana devient alors la terre de retour d'un grand nombre de militants panafricains venus des États-Unis et des Caraïbes. Les succès obtenus par Nkrumah obligent alors le Royaume-Uni à concéder l'indépendance. Elle est proclamée en 1957 et c'est la naissance de la République du Ghana.
Un an plus tard, la Guinée, qui est dirigée par Ahmed Sékou Touré, refuse d'entrer dans la communauté française et Sékou Touré dira à De Gaulle qu'il préfère vivre libre dans la pauvreté plutôt que riche dans l'esclavage. Kwame Nkrumah tend alors la main à la Guinée et se met en place l'Union Ghana-Guinée. Il va alors organiser une grande conférence panafricaine à Accra, la capitale. Ça rappelle un peu comme l'AES. Un peu comme l'AES. Et il va inviter les grandes figures de l'histoire du panafricanisme, comme par exemple l'écrivain Frantz Fanon, qui écrit beaucoup de livres sur la condition de l'homme noir, et qui en plus est très impliqué politiquement, car il se bat à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie. Et il y a aussi Patrice Lumumba, qui vient du Congo, qui à l'époque est encore belge, et qui à ce moment-là soutient les positions de Kwame Nkrumah. Lumumba sera... Pour Patrice Lumumba, à part si je me trompe, les films que j'ai vus de lui, plus jeune, c'est des films où c'est lui le méchant. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse comme ça pour vous dire qu'en fait, peut-être qu'on nous a menti sur qui il est réellement. Sera la grande figure de l'indépendance du Congo. En 1960, c'est la grande vague d'indépendance des pays africains. Et justement, Nkrumah veut réunir le continent africain au plus vite, sans attendre que les pays se mettent tous d'accord, et surtout qu'il ne laisse pas les Occidentaux torpiller cette ambition. Le Ghana fait partie du fameux groupe de Casablanca, qui considère qu'il faut mettre en place une charte qui interdit la signature d'accords militaires avec des pays non africains. Une charte qui autorise la libre circulation de tous les Africains partout en Afrique et qui établit un commandement suprême sur les questions militaires et aussi une diplomatie commune. Ce groupe de Casablanca veut aussi faire la jonction avec les luttes qui sont menées aux États-Unis ou en Angleterre contre les systèmes racistes et ségrégationnistes. Le mouvement pour les droits civiques comprend qu'il faut aussi s'appuyer sur les États africains indépendants. C'est ce que comprend très vite Malcolm X quand il fait sa tournée en Afrique, et c'est aussi la position de Martin Luther King vers la fin de sa vie, qui comprend que les choses vont réellement se jouer en Afrique. Ce mouvement panafricaniste... C'était aussi le souhait de... Comment il s'appelle? L'ancien président de la Libye qui est très connu là. Oh, j'oublie son nom. Mais vous savez de qui je parle. Oui. C'était aussi son souhait de créer l'Union africaine, de rassembler toute l'Afrique, etc. Ça n'a pas marché. Mais c'est un projet qui peut encore aboutir. Sera en permanence stoppé par des vagues d'assassinats de militants et de chefs d'État africains. Ce complot permanent, qui est terrible et meurtrier, commence avec Patrice Lumumba, trahi par les siens, et livré à ses assassins avec la complicité des services secrets occidentaux. Il y aura par la suite des dizaines d'assassinats, des disparitions suspectes et des coups d'État orchestrés par l'Occident pour défaire dans... Le pire dans ça, c'est que partout ça a été presque la même chose. Et qu'en plus de ça, vous voyez les budgets, on dit en fait c'est... Il n'y a pas un pays africain par exemple qu'on a réussi à coloniser avec d'énormes budgets. Ça n'a pas coûté aussi cher que ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui énerve encore plus. C'est que c'est facile en fait. C'est ça qui énerve, c'est que c'est facile. Et que l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est la trahison. La trahison des proches. Les élites qui seront trahies par leurs proches. C'est récurrent même au Cameroun avec le mouvement de l'UPC et Umniobé. Umniobé, c'est la même chose. Et il se fait trahir par un de ses proches. Voilà. Et même dans l'histoire, si je me rappelle bien du Mali, Samori Touré, tous ces grands leaders-là, c'est aussi tout simplement pourquoi? Parce que leurs proches se sont vendus pour je ne sais pas quoi, pour du whisky, du tissu, des trucs vraiment idiots, quoi. Dans le sang toute tentative d'unité africaine. C'est cool comme vidéo.